à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du JVD Vitamine C avec le diocèse de Nice. Si vous nous regardez sur YouTube et à la radio sur RCF Nice Côte d'Azur. Au sommaire de ce numéro du mois de mai, notre invitée aujourd'hui est Anne Geoffrey de JRS Welcome. Elle fait partie de la coordination de l'association. Avec elle, on va parler des activités de JRS dans les Alpes-Maritimes et de l'accompagnement des demandeurs d'asile. Bien sûr, vous retrouvez à la fin de ce numéro votre agenda avec les dates à retenir du mois. Et puis tout de suite, on passe à l'actualité de ce mois de mai. Dans l'actualité de ce mois de mai, c'était la semaine dernière la messe solennelle pour l'anniversaire de la consécration de la cathédrale Saint-Réparate. Il y a eu une célébration présidée par notre évêque, Monseigneur No. Elle a été l'occasion cette année d'installer les nouveaux chanoines au sein du chapitre cathédral. L'actualité aussi, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes qui a lieu du 3 au 8 juillet prochain. Prenez note des dates. Le diocèse de Nice a déjà indiqué le programme, une messe quotidienne, des chemins de croix, une procession eucharistique, une procession mariale, mais aussi des conférences, l'onction des malades bien sûr, et une messe internationale. Des repas festifs sont également prévus ensemble en diocèse. Le thème de cette année, que l'on bâtisse ici une chapelle, c'est celui qui a été choisi pour cette année 2023. Dans l'actualité également, le diocèse qui compte actuellement 3 séminaristes en formation au séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Parmi les enseignants et accompagnateurs des séminaristes, il y a le chanoine Jean-Marie Tchan. Il est un témoin privilégié puisqu'il a eu à former de nombreux futurs prêtres dans le diocèse de Nice, notamment dès le début des années 2000, au séminaire de Laguet et depuis 3 ans à Aix-en-Provence. Alors que sa mission touche à sa fin, le chanoine Tchan nous livre quelques souvenirs. Et oui, moi, quand je suis rentré au séminaire à l'automne 1966, je pensais rentrer à Nice, mais on m'a averti que Nice fermait et que je rentrais à Aix-en-Provence, qui devenait séminaire de premier cycle pour toute la région. Donc j'ai été ici de 66 à 68. Évidemment, moi, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de portable, hein, tandis que, alors, ils sont nés là-dedans. Moi, des fois, je me trompe dans les réglages du portable ou quoi. Bon, je demande à l'un d'eux, il me rectifie tout de suite. Bon. Ce qui est frappant pour les prêtres de ma génération, c'est que ils sont plus traditionnels en principe, quoi, hein. Il y en a qui, après l'ordination, sont prêts à porter la soutane, quoi, hein. Alors moi, ça m'étonne parce que la soutane, je ne l'ai plus portée depuis presque 50 ans. Hein. Bon, mais maintenant, je me suis dit, je vais la ressortir pour des grandes occasions, pour montrer que je suis jeune. Et notez que les prochaines ordinations pour le diocèse de Nice seront célébrées le dimanche 18 juin en la cathédrale Saint-Réparate. Alexis Barraza Diaz sera ordonné prêtre et Sébastien Frisina ainsi que Gustavo González, diacre en vue du sacerdoce. La célébration sera retransmise en vidéo sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice. Les îles de Lérins comme cadre pour une session de bénévolat, voilà ce que proposent les moines cette année aux jeunes de 20 à 30 ans, et c'est tout l'été. Ils promettent 18 jours pour, je cite, donner du sens aux vacances. Les moines de l'abbaye de Lérins qui expliquent que les bénévoles seront chargés cet été d'accueillir les touristes et les pèlerins tout en bénéficiant d'une formation spirituelle et d'une vie d'équipe fraternelle. Cette mission dure donc 18 jours. Vous avez le choix des dates, c'est entre le 2 juillet et le 14 septembre. Vous les retrouvez sur rcf.fr, ces dates, et sur le site internet du diocèse de Nice. Les renseignements, c'est auprès de Frère Cyprien par mail frère.cyprien@abbaye-de-Lérins. Place à notre invité. Notre invité dans ce JVD Vitamine C aujourd'hui est Anne Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'équipe de coordination de JRS Welcome dans les Alpes-Maritimes. Alors pour démarrer, présentez-nous JRS, c'est un réseau national. JRS est un réseau national et même international
JRS veut dire Jésuites Réfugiés Service, service des réfugiés. Et Welcome est une partie de ce service, donc qui est développé dans les Alpes-Maritimes, mais nous dépendons de JRS France. Et JRS Welcome a pour activité donc d'accueillir des personnes qui sont dans le besoin, qui traversent nos frontières. C'est ça, nous accueillons des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes qui sont en règle sur le territoire, qui devraient être hébergées dans le système national, mais il n'y a pas suffisamment de place. Donc nous leur proposons un hébergement pour suppléer à ce manque de place. Comme beaucoup d'associations. Voilà. Vous êtes une équipe à Nice, dans les Alpes-Maritimes, j'imagine aussi à Menton, enfin un peu partout. Vous pouvez nous expliquer aujourd'hui combien vous êtes dans les Alpes-Maritimes? Alors, l'hébergement, c'est un principe d'accueil dans des familles. Donc, nous proposons un hébergement pour 6 mois, ce qui va faire 4 familles. Ensuite, la personne qui est hébergée est accompagnée par un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va rester dans la durée. Tout le temps de ce séjour-là, la personne va être accompagnée par la même personne. Et puis, nous avons quelques animateurs qui font que les choses se passent bien dans les groupes. Donc, si en termes de bénévoles, on doit être pas loin d'une centaine, parce que si je reprends nos derniers chiffres, on a 42 familles d'accueil et 3 communautés religieuses l'année dernière. Donc, une famille peut être une personne seule, peut être un couple, peut être une communauté. Et nous avons accompagné 26 personnes, autant d'hommes que de femmes. Donc, il doit y avoir je pense qu'il y a une dizaine d'accompagnateurs et puis 7 ou 8 animateurs. Ce qui fait, on doit pas être loin de 100 bénévoles. Mais tous ne sont pas actifs de la même façon. Justement, dans la manière d'être actif, que font les bénévoles, que font les familles? Il faut savoir, quand on est demandeur d'asile, qu'on arrive dans un pays dont on ne connaît finalement peu de choses, ça fait du bien d'être accompagné. Voilà, donc on va partir des familles. Ce qui est demandé aux familles, c'est d'accueillir la personne pendant 6 semaines. C'est un relais de famille, parce que ça serait trop lourd d'accueillir sur une durée indéterminée, bien sûr. Donc nous avons un cadre. Chaque famille accueille pendant 4 à 6 semaines. Tout ça est assez souple. Une famille peut dire, moi, je peux que 4 semaines, et on va s'arranger. Donc, les rôles de la famille, c'est de donner une chambre, un dîner le soir et un petit déjeuner. Dans la journée, la personne est censée vaquer à ses activités et ne pas être à charge de la famille. Donc ça, et la famille n'a pas de rôle ni financier, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est juste un rôle d'accueil. Donc ça, c'est le premier type de bénévole, si je puis dire. On demande à chaque famille... Alors, chaque famille accueille le temps qu'elle veut, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elle veut. Mais pour nous, c'est en général 2 fois par an, pas plus, pour pas surcharger les personnes. Donc, chaque famille accueille à peu près 2 fois par an, à quelques exceptions près. Ensuite, les accompagnateurs, eux vont avoir un rôle plus dans le temps, de suivre la personne, de l'aider dans ses démarches administratives, de faire le lien avec les familles d'accueil, s'il y a une difficulté ou s'il y a une incompréhension, ou simplement faire le lien. Et cet accompagnateur donc doit avoir une petite formation en termes de toutes les questions administratives. Il contacte la personne accueillie au moins 1 fois par semaine, on va dire. Et puis quelquefois, c'est plus intense, il y a une difficulté. Si on commence par les familles d'accueil, oui. Justement, quel rôle est-ce qu'elles apportent aussi à ces demandeurs d'asile en termes de lien social? Parce que du coup, ce sont des gens qui vivent ensemble, mine de rien, pendant plusieurs semaines. Bien sûr. Alors, nous avons d'abord, quand on nous propose une personne, c'est toujours un accueil via une autre association ou via la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui nous signale les personnes en difficulté. Nous les recevons, un petit groupe de 2 ou 3 de la coordination, pour voir si la personne accepte. Tous les demandeurs d'asile n'acceptent pas de vivre en famille. Il y en a quelques-uns qui sont trop indépendants, qui peut-être sont un peu craintifs. Donc nous leur expliquons le principe. C'est aussi, bien sûr, c'est pas une chambre d'hôtel, hein, c'est participer à la vie de la famille. C'est s'intégrer et aider aux tâches courantes et puis participer aux activités. On se rend compte qu'ils sont souvent très contents
de rencontrer, bon, bien sûr les personnes qui les accueillent, mais aussi les familles élargies, dans le cadre de fêtes, par exemple à Noël, si la personne est accueillie, ou de participer à des activités sportives. Il y en a plusieurs qui ont découvert la neige sur une sortie en raquette. Ils n'avaient jamais vu la neige, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de participer à la vie d'une famille, jouer avec les enfants. En fait, c'est tout simple. C'est ce genre de moments du quotidien qui permettent à un demandeur d'asile finalement aussi de passer son épreuve un peu plus facilement, parce que arriver dans un pays où on ne connaît personne, oui, devoir faire des papiers, c'est parfois on peut se décourager. Oui, et puis il n'y a pas que ça, parce que souvent ceux que nous accueillons ont malheureusement pas été bien accueillis au départ et ont passé quelque temps dans la rue ou dans des structures type l'accueil de nuit, qui a le mérite d'exister, mais qui est, comme son nom l'indique, un accueil de nuit. C'est-à-dire que tous les matins à 8h, on vous demande de sortir jusqu'à 17h ou 18h le soir, et donc d'être dans la rue. Et quand nous les accueillons au départ, ils sont souvent très traumatisés, très apeurés. Et on a la surprise, la bonne surprise de les voir évoluer très vite. En 10-15 jours, le fait d'être en famille, de sentir que, eh ben, on est là, on a une clé pour rentrer chez soi, on a un chez-soi, ça les transforme. Déjà ça. Et puis on n'est souvent pas demandeur d'asile pour rien. Et on n'est pas demandeur d'asile pour rien. Ce sont des personnes qui fuient des pays en guerre ou des personnes qui fuient des situations impossibles, en particulier des femmes, hein, qu'elles soient menacées par un mariage forcé, un risque d'excision pour leur petite fille, des choses comme ça, des choses violentes. Et ils ont souvent eu un parcours très difficile avant d'arriver chez nous. Alors vous avez aussi donc en plus donc des familles, des accompagnateurs, oui, qui ont quel rôle cette fois-ci? L'accompagnateur a un rôle un petit peu de faire que tout se passe bien, en douceur. Donc expliquer les démarches administratives, déjà sur le plan de l'asile, même s'il y a une structure officielle qui le fait très bien, qui est la plateforme d'accueil, mais souvent ils ont beaucoup de monde et il y a aussi un problème de la langue, donc il faut réexpliquer, puis notre système est un peu compliqué quand même. Les démarches pour accéder aux droits sociaux, hein, la sécurité sociale, les démarches de santé, quelquefois ils arrivent avec des problèmes de santé, donc on les accompagne dans leurs besoins de ce côté-là. Il nous arrive aussi d'avoir des gens qui ont un tout petit sac à dos à l'arrivée, qui n'ont pas de vêtements, qui ont donc toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas dans notre quotidien. L'accompagnateur est là pour y veiller. C'est faire que la personne puisse avoir une vie digne, de quoi s'habiller, et comprendre un ticket de transport pour pouvoir circuler. Parce que nos familles d'accueil sont réparties sur tout le département et sont plus souvent en dehors de Nice qu'à Nice. Voilà. Donc il faut pouvoir se déplacer. Il faut pouvoir circuler. Donc, l'accompagnateur a ce rôle-là. Donc apprendre le système de réseau de bus, comment ça fonctionne, parce que c'est pas uniforme dans le département. Des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y a parfois une barrière de la langue? Et si oui, comment est-ce qu'on la passe? Est-ce que vous avez des accompagnateurs? Est-ce que vous cherchez aussi des personnes qui parlent anglais ou qui parlent une langue spécifique par rapport à des demandeurs d'asile qui seraient plus nombreux de tel pays, etc. Bien sûr, alors l'anglais, c'est pas le gros problème, c'est souvent une langue d'échange. Beaucoup de familles ou d'accompagnateurs maîtrisent au moins quelques mots. Mais il y a beaucoup d'autres langues. Alors, certains sont francophones, en particulier ceux qui viennent d'Afrique. On a beaucoup de personnes francophones, mais on a aussi des tas d'autres langues. Et on a un réseau de bénévoles qui aident, soit nos anciens accueillis, soit via les associations type Secours catholique. C'est un peu le système D, mais c'est sûr que si des personnes veulent nous aider sur ce point, alors il y a un système qui marche bien aussi, c'est Google Translate, hein, sur les téléphones portables, ça marche comme ça au début. Mais un des rôles des familles aussi, et des accompagnateurs bien sûr, c'est de favoriser l'apprentissage de la langue. Même si ils peuvent pas tout faire tout seuls, mais on essaye d'orienter les demandeurs vers des cours de français, bien sûr. Justement, que deviennent les personnes qui sont accompagnées, les demandeurs d'asile? J'imagine que certains, vous êtes toujours en lien avec eux. Oui, avant de voir le devenir ultérieur à la sortie du réseau, déjà il y a ce qui se passe pendant qu'ils sont là. Parce qu'on s'est très vite rendu compte que héberger c'était bien, mais il y a aussi les journées. Il faut apprendre la langue, il faut s'occuper. Donc nous avons beaucoup élargi notre domaine d'action. Donc il y a des cours de langue. On a un programme spécial qui se déroule à Sofia Antipolis de formation intensive pendant 3 mois pour 12 à 15 demandeurs d'asile de toute nationalité.
qui ont une formation 4 jours pleins par semaine, donc pendant ces 3 mois, pour essayer de les faire progresser assez vite. Ils sont pour la plupart ou pour un grand nombre hébergés à Sofia, afin de favoriser tout ça. Et puis il y a aussi des activités. Nous créons des activités, donc des week-ends solidaires à l'île de Lérins par exemple. On aimerait créer, leur permettre de faire du sport, voilà, les occuper dans la journée, des rencontres. Vous avez anticipé ma question. Pardon. Pas de souci. Justement, sur ces activités, sur ces week-ends, je crois qu'il y en a eu un très dernièrement. Voilà, on en revient, oui. Voilà, c'était le week-end dernier. Oui. Justement, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de week-end? Qu'est-ce qu'il se passe? Les familles, tout le monde est rassemblé. Les demandeurs d'asile aussi. Décrivez-nous ce week-end type. Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'est-ce qui s'y fait? Alors, nous avons un très bon contact avec l'association Amitié Lérins Fondation, qui peut nous proposer un hébergement sur l'île Saint-Honorat. C'est un des lieux où on va le plus fréquemment, mais on est allé aussi à d'autres endroits. Donc le principe, c'est de passer du temps ensemble, de le partager. Donc ce week-end, nous avons été, je pense, jusqu'à 40, parce que ça a été un peu fluctuant. C'était un week-end de 3 jours entre les différents temps. Des familles d'accueil, des accompagnateurs, des accueillis, des anciens accueillis qui ont plaisir à revenir. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors quand on peut, on participe à l'activité sur l'île. Donc les moines, il arrive que les moines nous demandent un petit travail dans les vignes ou autre. C'était pas le cas ce week-end. Il y a toujours une rencontre avec les moines et c'est toujours un temps fort, un temps très fort, juste une rencontre informelle. Les moines expliquent qui ils sont, les demandeurs d'asile posent des questions et on a cette rencontre. Des temps entre nous, entre les demandeurs d'asile entre eux, les familles entre elles, sur les difficultés rencontrées, sur les richesses rencontrées aussi, voilà, juste et puis vivre ensemble. Et ce week-end dernier, puisqu'il y avait 3 jours, on a terminé par une marche fraternelle dans l'Estérel, en association avec la pastorale des migrants. On était 50 et on a bénéficié d'un très beau temps. Et c'est vraiment des moments très sympathiques pour tout le monde. Tout le monde repart regonflé. Parce qu'on a justement des questions à des doutes que l'on peut avoir. On entend aussi des moments de joie que certains ont envie de partager. Oui, puis on a le plaisir de voir. Moi, j'ai retrouvé hier des personnes que j'avais plus vues depuis de nombreux mois, que j'avais lâchées avec une très faible connaissance du français et que je retrouve parlant bien français, avec un travail, un studio pour vivre, enfin qui ont vraiment fait avancer dans leur démarche. Justement, ça c'est le parcours de ceux qui ont bénéficié de JRS Welcome, c'est ça aussi? C'est pas toujours le cas parce que nous accueillons des demandeurs d'asile et la réponse à la demandeur d'asile ne nous appartient pas. Elle appartient au système administratif, à l'OFPRA, donc l'Office de protection des réfugiés apatrides, ou à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Certains passent, certains ne passent pas. Et ça fait partie des difficultés. Quelques-uns n'auront pas le droit de rester en France ou y resteront de façon illégale. C'est pas que ça nous concerne peu, bien sûr, on est très content quand ça marche. Mais notre rôle, c'est de leur proposer un moment de souffler sur leur parcours. Après, le parcours leur appartient. Il est favorable ou pas dans notre pays. Mais voilà, nous, on leur propose un temps de pause, en espérant que ça va marcher, bien sûr. Justement, pour ceux qui restent, qui sont là, qui sont en France maintenant, dont la demande a été acceptée, ce sont des gens qui ont un travail, c'est ça, qui ont réussi à s'intégrer? Alors c'est une très très bonne question. Là aussi, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on obtient l'asile, tout le monde a le sentiment que ça y est, c'est fini. Mais c'est pas tout à fait vrai, ça commence. Parce qu'il faut comprendre le système, il faut trouver un travail, il faut déjà avoir réglé le problème de la langue complètement. C'est pas toujours le cas. Et donc nous avons aussi quelques-uns d'entre nous qui s'occupent de cette intégration, essayer de leur fournir des stages de formation, même pendant leur demande d'asile. Pendant la demande d'asile, je ne sais pas si vous le savez, on n'a pas le droit de travailler, mais on peut faire des formations. Enfin, on peut faire des stages non rémunérés. Donc nous essayons de trouver des stages non rémunérés et nous travaillons avec une association
qui nous permet de faire ces stages. Alors justement, les demandes aujourd'hui de JRS Welcome, j'imagine qu'il y en a plein. Donc là, je viens d'apprendre pour ces stages. Est-ce que vous recherchez aussi des familles régulièrement? Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de demandeurs d'asile justement pour être accompagnés? Bien sûr, nous cherchons des familles. Il faut 4 à 5 familles pour accueillir une personne. Nous avons beaucoup de familles fidèles. Le système existe dans le département depuis bientôt 8 ans. Mais il y a aussi des familles qui s'arrêtent parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a une personne âgée, parce que quelques raisons qui leur est personnelles. Et donc nous cherchons des familles, bien sûr. Nous cherchons des personnes qui pourraient fournir des stages dans tous les domaines. Parce qu'il y a beaucoup de compétences dans nos accueillis. Et en tout cas, beaucoup de volonté d'en accueillir. Donc il y a beaucoup de moyens de nous aider, de participer à cette aventure. J'imagine que vous êtes aussi en prise avec ce qui se passe dans l'actualité. Vous en entendez parler via le lien qu'il y a avec les autres associations. Quel regard porte JRS sur la situation actuelle, de se dire que dans les années à venir, il y aura peut-être de plus en plus de demandeurs d'asile, aussi liés à la politique internationale autant qu'au réchauffement climatique. On dit que beaucoup de réfugiés arriveront dans les années à venir. Quel regard vous portez là-dessus? Alors là, c'est plus une action qui va se passer au niveau national. Il y a des actions de plaidoyer pour faciliter l'accueil des demandeurs d'asile, travailler sur ce parcours d'émigration. Et nous sommes très soutenus au niveau national également sur le plan de l'intégration des difficultés administratives. Il y a toute une équipe qui est à Paris, mais qui est très mobile. Je ne vous ai pas dit, nous sommes accompagnés au niveau de notre département, de notre diocèse, par une personne qui s'occupe spécifiquement de notre antenne et qui était d'ailleurs là ce week-end, avec qui on échange très facilement pour toutes sortes de conseils. Et l'équipe nationale travaille, intervient au niveau du Parlement, au niveau des structures politiques, pour toutes ces questions plus générales de l'immigration en France et en Europe. Puisque JRS est un réseau. Merci Anne Geoffrey d'avoir été avec nous, en charge de la coordination de JRS Welcome. Vous faites partie de l'équipe de coordinateurs. Allez voir le site de JRS si vous êtes intéressé également. Vous tapez sur Google, vous trouvez très vite. Et j'imagine que le lien sera mis sur la vidéo du diocèse de Nice. Merci Anne Geoffrey d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup. Tout de suite, on passe à l'agenda de ce JVD et de ce Vitamine C. Les dates à retenir en ce mois de mai, une session théologique proposée par l'Institut de théologie et de formation pastorale aura lieu ce samedi 13 mai de 9h à midi. La thématique, la mission d'annoncer Jésus-Christ au monde, est-ce la vocation de chaque baptisé? Pour cette question, Monseigneur Denis Bijou-Duval et le Père Mario Saint-Pierre y répondront. C'est ouvert à tous et c'est allée Georges Pompidou à Valbonne. La fête de l'Ascension au sanctuaire diocésain Notre-Dame des Miracles du Tel. La fête se déroule jeudi 18 mai à 11h. La célébration sera suivie d'un pique-nique partagé. Sont proposés sur place Soka, Pissaladière, Pambagna, tous les renseignements auprès de la paroisse Saint-Bernard de Menton. Sachez également que jeudi 18 mai, pour trouver l'horaire de votre messe, vous avez rendez-vous sur le site internet du diocèse de Nice. Et puis, on vous propose une séance de cinéma pour finir cet agenda. Dans le cadre de la semaine Laudato Si en mai, l'équipe écologie intégrale du diocèse invite à une projection d'un film qui s'appelle La Lettre. Ce sera ce 22 mai à 20h. C'est en partenariat avec Cinazur au cinéma Jean-Paul Belmondo, celui de la place Garibaldi à Nice. La Lettre, ça raconte l'histoire d'un voyage à Rome de représentants de communautés touchées par la crise climatique des 4 coins du monde et ils sont là pour discuter de la lettre encyclique Laudato Si avec le pape François. Voilà pour ce JVD et ce Vitamine C. À la réalisation, José Garcia. On se retrouve bien sûr le mois prochain.